Alors, je pense qu'on peut commencer maintenant. Donc, bienvenue à toutes à ce premier événement Data Plus Women de l'année, Data Plus Women France. Le sujet du jour va tourner du coup autour de la data résilience et de son empreinte écologique. Pour l'agenda du jour, nous allons commencer par une petite présentation de la communauté Data Plus Women et aussi une petite introduction du sujet. Ce dernier sera développé par la suite grâce à nos invités, puis nous répondrons à vos questions. Pour cela, je vous laisse quand même poser les questions dans la partie Q&A de notre réunion Zoom. Donc, Data Plus Women est une communauté pour les femmes qui travaillent dans, avec et autour des données. L'objectif est de promouvoir et célébrer les réalisations et succès, mais aussi de leur donner l'opportunité de partager leurs connaissances et expériences, quel que soit leur milieu. L'équipe Data Plus Women se compose d'Élise Delsol, qui sera notre modératrice aujourd'hui, Sarah Wiley, Marie Chenu, Selma Nebia, moi-même, Marie Cuesta, Katrina Smolska et Sarah Bertolini. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la data résilience un terme qui est fréquemment utilisé de nos jours, mais qu'on ne connaît pas forcément. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Leslie Noël, Sophia El-Khattabi et Juliette Bron, qui nous partageront leur opinion et expérience sur la notion de data résilience, mais aussi de son impact écologique. Un tel déploiement est souvent basé sur des data centers générant un taux de CO2 non négligeable. Voici quelques chiffres rapidement concernant l'utilisation de ces data centers. Donc, l'un des inconvénients d'une telle technologie est son empreinte écologique grandissante. Les data centers ont leur part de responsabilité étant les gérants du stockage et de la bonne transmission de l'information à travers le monde. On estime qu'un data center de taille moyenne consomme autant qu'une ville de 40 000 habitants. Les data centers installés en France absorbaient environ 8% de la consommation électrique nationale en 2016. Je vous laisse donc imaginer ce qu'il en est aujourd'hui. Je laisse nos participantes nous en dire un peu plus, en commençant par la data résilience. Élise, Leslie, Sophia, Juliette, la scène est à vous. Merci Selma. Bonjour à toutes et tous. Alors je dis bien à tous aussi, puisqu'on m'a soufflé dans l'oreillette qu'il y avait un certain nombre de nos collègues masculins qui étaient présents avec nous. Donc bonjour à tous. Donc, je suis Élise Delsol, je suis régionale vice-présidente chez Tableau, qui est la branche des solutions analytiques de Salesforce. Et j'ai le plaisir d'animer ce midi la conversation autour du thème de la data résilience. Donc, la data résilience, on a volontairement choisi un thème qui est un brin abscon, puisqu'on va essayer d'y mettre un peu d'intelligence collective, en tout cas beaucoup de retours d'expérience. Et je suis très heureuse d'avoir nos panélistes avec nous. L'idée, c'est qu'à l'issue de cette heure passée ensemble, vous ressortiez de là avec quelques grilles de lecture complémentaires, peut-être quelques idées pour mieux vous armer et armer vos organisations grâce à la donnée, tout en gardant à l'esprit les enjeux écologiques associés. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser à nos panélistes l'opportunité de se présenter. Mesdames, soyez les bienvenues. Vous venez d'univers très différents et c'est une chance. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de votre background et de votre rôle actuel au sein de vos organisations? Et on va commencer avec toi, Sophia, si tu veux bien. Alors, moi, c'est Sophia El-Khattabi, donc je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je viens du monde du conseil. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans les cabinets de la place et j'ai depuis peu, donc début janvier 2021, lancé ma propre activité, donc toujours dans le conseil. Donc, j'ai créé la société Glint, qui est spécialisée dans le conseil en transformation et j'interviens actuellement au sein d'un assureur crédit, donc toujours dans le domaine de la transformation métier et digital. Merci, Sophia. Leslie? Bonjour à tous, ravie également d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis Leslie Noël, je travaille actuellement pour Moët Hennessy, qui est la branche vins et spiritueux du groupe LVMH. Je suis en charge du contrôle interne et des projets d'analyse de données. J'ai dans ma carrière, donc j'ai commencé en cabinet également, j'ai fait de l'audit dans les systèmes d'information. J'ai travaillé aussi dans l'industrie chez Saint-Gobain en audit sur des projets d'analyse de données, en contrôle interne pour une des filiales et un peu en contrôle de gestion. Très bien. Voilà. Merci Leslie. Juliette?
Bonjour à tous, je suis Juliette Bron, vice-présidente Digital et Data pour Disneyland Paris. J'ai un background scientifique puisque j'ai une maîtrise de maths, un diplôme d'ingénieur. Et j'ai commencé ma carrière par faire des crash tests chez PSA Peugeot Citroën. J'ai travaillé quasiment 10 ans dans l'industrie automobile. Et puis ensuite, j'ai rejoint l'industrie assurantielle et mutualiste dans plusieurs grands groupes pour maintenant travailler chez Disney depuis 3 ans et quelques maintenant. Très bien. Merci à toutes pour votre temps, l'amitié que vous nous faites de venir partager votre expérience. On va rentrer directement dans le vif du sujet et on va peut-être commencer par contextualiser un peu les discussions. Donc, Sophia, la data résilience, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, avant de parler vraiment proprement de la data résilience, je vais m'arrêter peut-être un petit instant vraiment sur le terme résilience. Donc aujourd'hui, si on cherche à définir qu'est-ce que la résilience, elle est définie comme étant la capacité d'absorber un choc et de pouvoir revenir à son état initial. Et c'est vrai que si on dresse le parallèle avec les entreprises, on entend aujourd'hui beaucoup parler de recovery, donc d'où ce retour à l'état initial. Mais pour moi, la résilience va probablement un peu au-delà de tout cela. C'est de se dire comment d'une situation qui est manifestement négative et adverse pour une entreprise, on ne s'inscrit pas simplement dans cette espèce de recovery et de retour à l'état initial, mais de se dire comment faire en sorte que notre business connaisse un nouvel essor pour qu'il soit plus solide, plus innovant, plus compétitif, plus attractif aussi pour les talents, et comment faire en sorte que la data soit un catalyseur dans ce processus. Et donc, pour répondre à cette question, il y a deux propriétés, entre autres, qui paraissent essentielles pour les entreprises. La première, elle vient un peu naturellement, c'est tout simplement l'innovation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus facile à mettre en place dans des petites structures, donc pour lesquelles l'innovation fait partie de l'ADN. Et c'est quelque chose qui est plus compliqué dans les entreprises historiques. Et le deuxième point, ça serait la gestion d'incertitudes et des imprévus. Et c'est justement la situation que l'on est en train de vivre actuellement démontre qu'on fait partie d'un écosystème qui est mouvant, qui se transforme de manière continue. Et c'est là où je trouve que la data peut avoir une réelle valeur ajoutée, parce qu'elle permet justement d'avoir des situations, de pouvoir éclairer des décisions, avoir cette flexibilité et cette agilité qui est nécessaire aujourd'hui pour les entreprises, et s'inscrire dans un pilotage en temps réel. Sauf que pour que tout ça soit possible, il faut avoir justement son écosystème data. Donc, premièrement, la gouvernance, comment s'assurer que les données que je vais utiliser pour pouvoir prendre mes décisions sont tout simplement fiables. Le deuxième point, mon architecture data, parce qu'elle aussi, elle se doit d'être industrialisée pour pouvoir justement prendre en compte à la fois les besoins actuels, les besoins futurs. Le troisième point, ça serait justement d'avoir une accessibilité à la donnée, faire en sorte que les collaborateurs métiers, je dis bien, soient eux-mêmes des architectes de leur solution, que justement tout ce qui est mis en place puisse s'inscrire facilement dans l'écosystème et de travail des collaborateurs, et vraiment faire en sorte qu'on ait une réelle démocratisation de l'utilisation de la donnée au sein des entreprises. D'accord, merci d'avoir planté ce décor. Donc, peut-être une question pour toi, Leslie. Sophia a évoqué ce thème d'incertitude, gestion d'incertitude, gestion des imprévus, gestion des risques, en fait. Donc, de ton point de vue, la data résilience sous cet angle de risque, comment ça se traduit? Alors, si on veut parler de risque, il faut vraiment penser la donnée sur toute sa chaîne de valeur, de sa création, en passant par sa transformation, son stockage, sa visualisation, l'usage. En fait, chaque étape de la chaîne de valeur est cruciale et doit être appréhendée d'un point de vue de qualité, de sécurité et de conformité. Donc, si on parle de risque, je parlerai de 3 risques principaux, donc du risque de non-qualité, du risque de non-sécurité et du risque de non-conformité.
Donc, si on parle de la non-qualité, on connaît tous l'adage garbage in, garbage out. Donc, si j'ai des données inexactes, j'ai des résultats erronés. Donc, les effets en fait d'une donnée erronée peuvent avoir des impacts très importants. Par exemple, si je prends une décision stratégique sur une mauvaise donnée, je peux avoir une incidence économique sur ma réputation en termes d'image. Ça va demander du temps pour comprendre ce qui s'est passé, pour remédier à cette décision. Si on descend à un niveau un peu plus opérationnel, par exemple, si j'ai un doublon dans ma base fournisseur, on est sur la non-qualité de données. Derrière, ça peut entraîner un double paiement, ça peut entraîner une balance fournisseur qui est erronée, donner des idées à des fraudeurs, etc. Donc là, on sent bien que la qualité de la donnée est juste clé dans une stratégie d'entreprise. Ensuite, si on parle de la non-sécurité, je ne sais pas si vous vous souvenez de la cyberattaque qu'il y a eu en 2017, NotPetya qui avait notamment impacté Saint-Gobain. Là, l'impact avait été de la non-disponibilité de la donnée. Et dans ce cas-là, l'impact cash a été immédiat. On pouvait chiffrer la perte en millions d'euros. Donc là, encore une fois, on sait que la partie sécurité est primordiale. Et enfin, si on parle de la non-conformité, donc en fonction des pays et des données que je vais collecter, je vais être soumis à différentes réglementations. Si on parle de la France, avec le RGPD, si je ne suis pas conforme à cette réglementation, j'expose ma société à une amende pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Donc c'est encore une notion qu'il faut prendre en compte. Donc, selon moi, les risques en fait qui sont liés à la data, donc j'en ai parlé que de 3, mais doivent être appréhendés à chaque étape de projet qui sont liés à la donnée. D'accord. Et donc, si on parle de projet, Juliette, chez Disneyland Paris, dans un secteur, on sait, qui a été sévèrement impacté par la pandémie, quel type de projet data tu as pu justement mettre en place pour gérer ces risques, mais pas que, également pour réagir, pour rebondir? Comment ça s'est passé? En fait, on a commencé une transformation data depuis quelques mois, voire un peu plus même. Pour nous, la résilience, ça passe surtout par ce jump et cette transformation qu'on doit opérer dans l'entreprise pour la rendre plus performante, pour la rendre plus efficace. Je pense à du revenu incrémental ou à la limitation de fraude ou de l'optimisation de processus. Et ça, finalement, arriver à faire ça, on peut le faire tout simplement avec des outils très très simples. Simplement, on a des limites. On a des limites en termes de sécurité, on a des limites en termes de puissance de calcul, on a des limites en termes de partage d'informations si on a des bases silotées. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à contourner toutes ces limites. Et donc, pour ce faire, on a opéré une grande transformation qui passe par plusieurs grands piliers. Le premier, c'est de poser un socle technologique qui permette d'avoir accès à toutes les données de manière très simple. Donc, c'est une solution cloud, une data platform basée sur le cloud, qui permet donc de limiter tous ces silos, d'avoir accès à des composants qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de puissance de calcul. Au-delà de ce socle technologique, on opère une transformation de mindset, d'approche. Donc, on est beaucoup plus agile. Et on passe également par toute une logique de transformation de l'équipe data, mais aussi de l'ensemble de nos partenaires au sein de Disneyland Paris, puisqu'en fait, on va tendre vers une logique de self-service. Donc, comment faire en sorte que nos partenaires soient beaucoup plus empowerés dans l'utilisation de leurs données. Donc, et en leur donnant ce pouvoir, finalement, on crée un cercle vertueux qui est je suis beaucoup plus responsable de la qualité de la donnée parce que comme je la manipule, je suis confrontée aux problématiques auxquelles je n'étais pas confrontée dans le passé. Parallèlement à ça, comme maintenant je peux accéder beaucoup plus facilement à des données qui jusqu'à présent étaient en silo, comment j'arrive à me projeter pour analyser mon business
au sens très large du terme. Et donc, finalement, en mixant des données auxquelles je n'avais pas accès auparavant, qu'est-ce que ça ouvre comme perspective pour aller plus loin dans l'analyse, dans le tracking? Et donc, ça passe par des modèles de machine learning, d'intelligence artificielle qui viennent en soutien de ces logiques-là. D'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est, et tu l'as dit, hein, tu as parlé de jump, de transformation de l'entreprise. Et effectivement, pour nous, chez Tableau, mettre la data au centre des décisions pour tous, pas seulement pour une élite ou pour des analystes, mais effectivement pour tous dans une organisation, c'est le cœur d'un projet de transformation qu'on aime bien appeler data-driven. Leslie, tu as été confrontée, j'imagine que chez Moët Hennessy ou LVMH, vous enclenchez aussi des démarches de ce type-là. C'est quoi les difficultés, les enjeux majeurs que vous rencontrez habituellement, Leslie? Et puis Sophia, Juliette, n'hésitez pas à rebondir aussi le cas échéant. Je dirais que ma principale difficulté, c'est de créer de l'adhésion. Je dirais qu'il faut penser ces projets de transformation comme un sport d'équipe où l'IT et le métier doivent jouer collectif. Sinon, ça ne marche pas. Donc, la gouvernance autour de la donnée, ça doit devenir l'affaire de tous et pas seulement de l'informatique. Il y a vraiment une conduite du changement en fait à mettre en place, faire évoluer les mentalités, créer de l'adhésion autour de ce type de projet, insuffler en fait une culture de la donnée et je dirais colmater des gaps générationnels. Et parce que cette façon de travailler plus orientée data, c'est une autre façon de travailler, donc c'est des nouvelles compétences à acquérir et donc forcément ça s'accompagne. Le patron de demain, je dirais même le patron d'aujourd'hui, doit comprendre en fait toute cette chaîne de valeur de la donnée pour pouvoir l'utiliser à bon escient et l'inscrire dans sa stratégie d'entreprise. Donc vraiment, les difficultés, c'est toute cette cohérence et cette culture qu'il faut amener dans des organisations qui n'ont pas l'habitude ou qui arrivent tout doucement. Mais c'est vraiment de créer cette adhésion et cette cohérence qui est difficile, selon moi. D'accord. Et du coup, Juliette, on comprend que chez Disneyland Paris, cette transformation, elle est déjà en marche. Alors, je ne sais pas si elle est bouclée ou pas. J'imagine que c'est un chemin qui est quand même assez long. Mais en tout cas, vous l'avez enclenché. Donc, comment toi et ton équipe, vous avez réussi à convaincre au sein de Disneyland Paris sur le bien fondé de cette transformation data? Effectivement, c'est une transformation qui est en cours. On a fait beaucoup de pédagogie basée sur la valeur que peut générer ces nouvelles approches. Donc, valeur en termes d'expérience utilisateur, quel temps ça va nous faire gagner à l'équipe data, mais aussi à nos partenaires, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi en termes de use case, parce qu'en fait, cette transformation, elle a un coût d'entrée qui est quand même relativement important. Donc, la question qu'on se pose tout de suite, c'est comment est-ce qu'on absorbe ces montants en trouvant des use cases qui permettent de générer de la valeur incrémentale. Et donc, dès qu'on arrive à prouver qu'avec 1, 2, 3 use cases, on arrive à devenir positif très très vite et qu'on peut même aller beaucoup plus loin que ce qu'on a imaginé, là tout de suite, ça génère une écoute attentive. Ça, c'est le premier pilier, j'ai envie de dire, la démonstration par la valeur qui est fondamentale. Et ensuite, quand on fait face à un certain nombre de limites, typiquement quand on doit piloter de manière un petit peu différente les choses et qu'on est limité, on ne peut pas le faire, tout de suite on se dit mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire ça? Des choses qui parfois peuvent être simples, parfois sont très compliquées. Et donc c'est en montrant les limites du système de manière extrêmement pragmatique, factuelle, basée sur des chiffres aussi, hein, donc on reste dans notre logique, qu'on arrive à faire cette transformation. Mais ce qui est très intéressant chez Disneyland Paris, c'est que l'entreprise est vraiment prête à cette transformation. La question, c'était plutôt comment on arrive à prioriser toutes les idées qu'on a. Parce qu'en fait, Disney, c'est une entreprise qui est énorme pour les Parisiens. On voit tout de suite les parcs d'attractions, mais en fait, c'est une ville. Hein. Oui, voilà, on ne peut pas dire mieux. C'est comme une ville. Donc, il y a énormément de données qui sont manipulées.
Donc, il y a énormément de potentiels use case. Et donc là, la problématique à laquelle on fait face, c'est comment est-ce qu'on les priorise, puisqu'en fait, tout le monde a envie d'avancer au même moment. Donc, j'ai envie de dire, c'est plus un problème de riche et c'est tant mieux parce que ça veut dire que l'entreprise, elle est mature et qu'on est prêt à avancer très vite. C'est super. J'ai peut-être une question complémentaire qui n'était pas préparée, celle-là. Mais du coup, par rapport à tous les métiers au sein de Disneyland Paris que tu sers et que ton équipe sert également, est-ce qu'il y en a qui sont plus appétents que d'autres, justement, et qui demandent davantage de use case? Enfin, est-ce qu'il y a des fonctions qui émergent sur ces sujets il y a data? des départements qui sont naturellement, qui manipulent des données tous les jours. On travaille de manière extrêmement rapprochée avec eux. Donc, eux, il n'y a pas de transformation à faire finalement, puisqu'ils sont déjà dans cette logique-là. Et puis, il y a des métiers qui sont moins matures vis-à-vis de la donnée ou qui ont plus de mal à se projeter dans ce que pourrait être un futur avec un accès à la data beaucoup plus large. Et donc là, on a un rôle de facilitateur pour comprendre quels sont leurs pain points actuellement et donc quel type de solution on pourrait leur apporter pour les aider au quotidien. Donc en fait, ce n'est pas on top of, mais c'est vraiment comment la data elle va contribuer à accélérer la stratégie de l'entreprise, va accélérer des solutions que certains envisageaient pour un futur plus lointain. Et finalement, la data elle va être un catalyseur et va les aider à voir plus vite et plus loin. D'accord. Et Sophia, dans ton expérience de conseil auprès d'industries et de clients très, très divers, est-ce que tu aurais peut-être un cas d'usage, parce que Juliette parlait de la valeur des use cases, donc un cas d'usage intéressant à partager avec nous? Alors oui, j'ai un exemple à partager avec vous et dans le cadre de ce projet, on a utilisé Tableau Software, donc ça tombe bien par rapport à cet événement. Donc on se situe dans le secteur bancaire, donc vraiment rien à voir avec le monde de Disney ni de MH, plus précisément dans la gestion des risques. Et je souhaiterais peut-être juste mettre l'emphase sur la gestion des risques. Si pour MH, à titre d'exemple, le cœur de métier, c'est la production, la commercialisation et la distribution de vins et de spiritueux, on peut quasiment dire que le cœur de métier de la banque, c'est la gestion de ces risques ou la bonne gestion de ces risques. Et justement, le projet sur lequel je suis intervenue rentre dans le cadre d'un exercice d'évaluation des risques au sein, donc, comme je disais, d'une grande banque avec une implantation géographique partout dans le monde. Et le constat qui a motivé la mise en place de ce projet, c'était de se dire, on a un exercice d'évaluation des risques qui conduit à une collecte massive de données. Et in fine, ces données ne sont pas utilisées de manière, pas du tout utilisées ou presque pas, on va dire. Et je suis sûre qu'autour de la table, on va pouvoir s'identifier beaucoup par rapport à cette typologie de problématiques, d'avoir des données collectées et qui restent tout simplement stockées dans les systèmes. Et pourtant, par rapport à cet exemple particulier, ces données-là possèdent deux métriques qui sont essentielles pour la banque. Un, son exposition au risque et vraiment le détail de ces zones de risque. Et deux, la maturité de son dispositif de contrôle interne et aussi tout le détail des zones de déficience. Donc, le projet a consisté à mettre en place justement Tableau Software, des dashboards qui étaient mis à disposition à la fois du groupe en centrale pour justement lui permettre de mieux piloter et superviser son risque au niveau des entités et aussi au niveau des entités pour leur mettre à disposition les outils nécessaires pour, un, les responsabiliser sur leurs données et deux, les inscrire également dans une démarche d'amélioration continue. Si je parle de bénéfices par rapport à ce type de projet, mais je vais essayer aussi d'être le plus large possible parce que je pense que les bénéfices qu'on a rencontrés peuvent aussi être applicables à d'autres typologies de projets où on va venir valoriser vraiment les données qu'on a à disposition
disposition. La première chose, c'est tout simplement l'accessibilité à la donnée. Cet accès direct où il n'y a pas de friction vraiment pour les utilisateurs pour pouvoir manipuler et utiliser leurs données. Le deuxième point, c'est la limitation du risque opérationnel, vu qu'on a des reportings et des analyses qui sont automatisées, mises à disposition des collaborateurs. Le troisième point, c'est la facilité d'appropriation de l'outil. Leslie tout à l'heure parlait d'adhésion, et c'est vrai que le fait d'avoir des outils qui sont simples d'utilisation, qui s'intègrent facilement dans l'environnement de travail de collaborateurs, c'est un plus. Ça permet justement d'avoir moins de difficultés à convaincre. Et le dernier point, ça va être vraiment, et je pense que c'est le plus important, de donner du sens au travail. Si je reviens à mon exemple, on était dans une situation où c'était un exercice qui était vraiment chronophage pour les collaborateurs, et on a essayé justement de transformer en un réel outil de pilotage à la fois pour le groupe que pour les entités. Donc, donner du sens au projet pour les collaborateurs, c'est justement une des clés pour faciliter l'adhésion des utilisateurs. D'accord. Bon, intéressant. Après, si on ouvre un peu cette perspective écologique des choses et ce chapitre-là, en fait, c'est bien joli de transformer et d'enclencher des transformations, mais plus on crée de la data, plus on la stocke. Plus on la stocke, plus on consomme, effectivement, et plus l'impact écologique se fait sentir et devient prégnant. Donc, comment est-ce que vous appréhendez, vous, dans vos rôles, cet enjeu-là, votre responsabilité, finalement, à cet égard? C'est quoi votre point de vue, Leslie? Alors, je donnerai mon opinion, moi, en tant que Leslie Noël. Donc, ma conviction, si on veut vraiment sauver la planète, il faut tout arrêter. Il faudrait arriver à vivre sans données et arrêter d'émettre autant de CO2. Mais bien sûr, en tant que Leslie Noël chez Moët Hennessy, c'est pas possible. Donc, je pense que faut déjà se mettre un peu au régime, diminuer les emails, commencer en fait à être dans une démarche plus green IT qui commence à être un peu à la mode. Mais si on me pose la question, pour être un peu provocatrice, il faut tout arrêter. Et Juliette, toi qui es VP Digital Data, qui a ce rôle très transverse en fait au sein de Disneyland Paris, tu partages ou comment tu vois les choses, toi? Je pense que la question qu'il faut qu'on se pose pour ne pas être dans le frein et l'arrêt brutal, c'est plutôt est-ce qu'on a vraiment besoin de ces données? Donc, c'est tellement facile aujourd'hui de récupérer des données personnelles, des données non personnelles, on les stocke, on ne sait jamais. On pourrait peut-être en faire un truc un jour. Alors, il y a évidemment des réglementations extrêmement strictes qu'il faut respecter, mais au-delà de ces réglementations, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin de ces données? Est-ce qu'on a besoin de les stocker? Et en se posant ces questions de fond, limiter le stockage de ces données, limiter effectivement le nombre de mails ou d'échanges pour se dire à chaque fois la juste valeur, les justes informations dont j'ai besoin. Et à ce sujet, il y a un livre très intéressant que je vous recommande de Inès Leonardozzi qui s'appelle « Réparer le futur », qui explique de manière extrêmement précise les impacts écologiques donc impact écologique en termes de stockage, mais aussi tous les impacts que génère comment dire, le fait d'aller chercher des données rares, enfin des données, pardon, des éléments rares, des matériaux rares qui vont contribuer au cycle, à l'écosystème. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter, loin de là, mais plutôt se poser les bonnes questions pour faire les choses de manière juste. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'effectivement, c'est un thème qui, par nature, porte à débat, qui nécessiterait sans doute effectivement d'être étayé, encadré. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Leslie, Sophia et Juliette, pour ce partage d'expérience. On aimerait maintenant donner à toutes les participantes l'occasion de s'exprimer, donc soit de poser vos questions, soit de partager peut-être des points de vue ou des retours d'expérience. On a du temps devant nous, donc voilà, l'idée c'est aussi que cette communauté vive et puisse échanger directement. Donc allez-y,
Donc, Selma, ce que tu préconises, c'est que les questions se posent plutôt dans la partie Q&A, hein, c'est ça, du Zoom? Exactement, dans la partie Q&A ou dans la partie chat, effectivement. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions? Alors, il y a une première question qui nous dit, alors, après l'extraction des données, comment les entreprises valorisent celles-ci? Et aussi, est-ce possible de la monétiser dans un même contexte? C'est amusant parce avant de démarrer la séance, on a abordé ce sujet-là avec Leslie, Sophia et Juliette. Donc, vous avez toutes des choses intéressantes à partager là-dessus. Mais effectivement, voilà, prenez les points les unes après les autres, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ce thème de la valorisation et éventuellement de la monétisation des données, c'est un thème intéressant. Donc, à voir comment est-ce qu'il est traité dans vos organisations. C'est ce qui peut démarrer? Sophia? Juliette? Ouais. En fait, pour Disneyland Paris, comment est-ce qu'on valorise la donnée? J'ai envie de dire qu'il y a toute une partie qui permet de faire de la personnalisation de l'expérience client. Ça, c'est des données très importantes pour nous parce qu'en fait, quand le parc... l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les gens vivent de la magie. Et c'est vrai que quand on arrive pour la première fois dans le parc, souvent on est perdu. On ne sait pas où il faut aller. Donc la mobile app, elle est vraiment là comme une baguette magique pour aider nos guests à maximiser leur expérience sur le parc. Et donc, on utilise un certain nombre de données pour leur faire des recommandations et pour les aider à gagner du temps et à maximiser leur expérience. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. En ce qui concerne la revente des données, alors nous, c'est quelque chose qu'on ne fait absolument pas et qui est pas du tout à l'ordre du jour. Donc, je ne me sens pas tellement concernée en tant que marque Disney par rapport à ça. Sur les sujets de valorisation, merci beaucoup Juliette. Sophia, Leslie, des éléments complémentaires, comment vous arrivez à valoriser la donnée au sein des organisations dans lesquelles vous travaillez? Alors, moi, si je donne un exemple chez Moët Hennessy, donc au niveau du contrôle interne, aujourd'hui, on utilise un outil qui permet de collecter des informations sur les campagnes, sur les niveaux de contrôle interne en fait de toutes nos entités. Jusqu'à présent, c'était des informations qui étaient très peu exploitées et en fait, le logiciel est pas très user-friendly, on va dire. Là, on a mis en place des tableaux de bord. Alors, ce n'est pas avec Tableau, mais en tout cas, c'est la même logique. Et l'idée, c'est d'avoir une visibilité sur nos points de faiblesse, de pouvoir parler facilement au top management. On a vraiment travaillé sur l'ergonomie, sur l'histoire qu'on veut raconter pour justement valoriser cette donnée qui était stockée et inexploitée et prendre des décisions importantes en termes de contrôle interne. Peut-être lancer des projets un peu transverses, avoir enfin une vision de notre niveau de contrôle interne. Donc, en tout cas, nous, dans notre département de Moët Hennessy, c'est de cette manière-là qu'on a valorisé la donnée et c'est vraiment pour savoir quelles sont nos priorités, comment on va travailler sur le contrôle interne au sein de notre organisation. Sophia, tu voulais ajouter quelque chose? Alors peut-être juste pour compléter ce que disait Leslie, et je pense que c'est un peu en lien avec tout ce qu'on a, tous les sujets qu'on a évoqués depuis le départ. Donc par rapport à la valorisation de la donnée, le premier point, comme évoquait Leslie au tout début, c'est la culture d'entreprise. Donc il faut justement qu'il y ait une volonté qui soit insufflée de se dire il faut identifier les use cases et faire en sorte que les collaborateurs business puissent eux-mêmes être porteurs, parce que souvent c'est l'IT qui va aller proposer, construire des solutions et in fine qui peuvent éventuellement rester inutilisées par les collaborateurs business et par les utilisateurs finaux. Donc le premier point, c'est effectivement la culture d'entreprise. Le deuxième point, c'est tous les aspects budget dans le cadre de ces projets, parce que généralement on ne va pas réellement
voir l'utilité ou la valeur ajoutée d'un projet qui va être consommateur de temps. Généralement, les équipes, ils n'ont pas aussi le temps de gérer un projet en parallèle de leurs travaux. Donc, il faut que tous ces aspects-là puissent être levés en amont, et on commence à le voir de plus en plus de toutes les manières au sein des entreprises où il y a des budgets qui sont ouverts, parce que ça permet aussi de préparer le futur et de ne pas rester à l'écart. Et le troisième point, c'est effectivement identifier des use cases qui puissent être eux-mêmes convaincants, mais généralement, quand on commence cette démarche, on montre l'utilité de la chose, ça commence à venir petit à petit, où chacun va se dire, en fait, moi, je suis dans l'équipe RH et j'ai besoin de si, les équipes juridiques aussi. Et c'est généralement des directions qui sont peu informatisées dans les directions. Justement, on en parlait avec Leslie il y a quelques temps, qui justement découvrent la valeur que ça peut apporter, qui sont très friands de ce type de solution. Donc, effectivement, il faut communiquer au maximum au sein de l'entreprise, identifier des business case qui soient pertinents, pouvoir mettre en place des choses rapidement et faire en sorte que ça puisse se multiplier au maximum au sein de l'entreprise. On a parlé du top management pas mal, enfin, dans votre expérience, alors sachant qu'effectivement d'une boîte à l'autre, ça peut être complètement différent, mais vous, le top management par rapport à ces enjeux de transformation data, c'est des accélérateurs ou c'est plutôt des freins? C'est quoi votre retour d'expérience par rapport à ça, et comment vous appréhendez leur rôle dans le cadre de la transformation data? Juliette, toi qui es proche effectivement des top dirigeants de Disneyland Paris, comment tu as vécu ça? Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, ce sont des sponsors. Ouais. Et dès qu'on montre la valeur, dès qu'on dit, tu vois, avec la data, je pourrais t'aider à faire ça, je pourrais t'aider à être plus performant là, en fait, c'est d'une évidence absolue. Donc, allons-y, très bien. Donc, oui, c'est clairement des sponsors. Ensuite, en fait, nous, on a travaillé les deux aspects, c'est-à-dire qu'on a fait du top-down et du bottom-up. Ouais. On a aussi travaillé avec les équipes. On a fait des gros workshops pour imaginer avec eux des cas très opérationnels, et en même temps, on a travaillé avec les top exécutifs pour identifier les axes stratégiques sur lesquels ils voulaient qu'on accélère. D'accord. Donc, ils insufflent, ils cautionnent, et après, effectivement, ils sont quand même en attente de la démonstration de valeur, cette bonne guerre, en lien avec les priorités stratégiques aussi, comme tu disais Leslie. Okay. Ouais. En fait, pour rebondir par rapport à ce que tu disais précédemment, c'est bien beau d'avoir envie d'accélérer, mais effectivement, c'est quand même le business qui est au cœur, qui est au cœur de ces projets-là. Donc, si on n'a pas la bande passante des équipes, ça fonctionne. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'avoir l'aval des exécutifs et s'assurer que leurs équipes ont le temps de travailler ensemble, parce que nous, équipe data, j'allais dire, on ne peut pas faire grand-chose si l'équipe business n'est pas là pour nous donner leur expertise et leurs besoins de manière extrêmement précise. Donc, voilà, c'est pour moi, arriver à faire les deux, donc cette approche par le bas et par le haut, est hyper importante pour le succès de ces transformations. Ouais. Et juste pour compléter ce que tu dis, Juliette, selon moi, la partie top management est quand même assez clé. Avoir le bon sponsor, en fait, qui insuffle cette volonté d'avoir une société data-driven est très important. Si je parle de mon expérience chez Saint-Gobain, on avait vraiment un sponsor qui adorait les nouvelles technologies, la data, etc., qui poussait énormément pour digitaliser le département de l'audit. Et il a été clé pour que le projet aboutisse, pour qu'on ait du budget et pour qu'on aille jusqu'au bout de la démarche. Là, c'était vraiment, c'était flagrant que c'était le sponsor qui a fait que le projet a été une réussite. Donc, les deux approches, top-down et bottom-up, se défendent. Mais c'est vrai que le top-down est très bien aussi et fonctionne à tous les coups.
Selma, est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être des participants qui veulent aussi s'exprimer? Alors, il y a une autre question de la part d'une participante. Quelles sont les questions à se poser avant d'entamer un projet menant vers la data résilience? Je vous laisse débattre. Ouais. Si on se sert un peu de tout ce qu'on vient de dire, selon moi, c'est déjà est-ce que mon organisation est mature? En fait, à quel niveau je suis aujourd'hui de mon organisation pour pouvoir mesurer un peu l'effort, justement l'effort d'adhésion, l'effort en technologie, l'effort en projet, en fait, qu'est-ce que je vais devoir faire? Donc, c'est vraiment de se dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de se fixer un objectif atteignable en fonction de l'analyse que j'aurais fait. Je dirais que la première question, c'est vraiment de se faire un état des lieux et vraiment d'agir sur chaque élément que j'aurais identifié pour atteindre l'objectif que je vais me fixer. Peut-être en complément, avant de faire un projet au sens lourd du terme, moi, je recommanderais aussi d'identifier juste une petite zone où on voit qu'il y a une ouverture, donc soit effectivement un sponsor qui a envie d'avancer très vite ou que vous sentez que d'un point de vue business, il y a vraiment une opportunité, et commencer par un POC, un petit sujet, et démontrer la valeur. Et petit à petit, vous posez des questions beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus fondamentales, mais en faisant cette démonstration de manière hyper pragmatique, vous arrivez à embarquer un peu plus de gens, donc vous avez plus de sponsors, et donc ça vous laisse un terrain beaucoup plus facile à manœuvrer quand vous serez vraiment prêt pour passer sur des versions projets de transformation beaucoup plus importants. Je résume ce que vous dites. En fait, il y a 3 questions clés. Il y a où est-ce qu'on en est, et du coup, quel effort ça va nous demander, quel quick win on peut trouver, parce qu'effectivement, ce que tu dis, Juliette, c'est qu'il y a forcément de la viralité qui va ensuite se mettre en place, et quel sponsor on a, ou on doit trouver pour effectivement avoir la caution et le buy-in qui va nous permettre d'aller plus vite sur ces enjeux-là, tout en ayant à l'esprit effectivement le fait que il peut y avoir, enfin, l'effort de transformation peut être plus ou moins élevé en fonction de la culture d'entreprise, dont on parlait tout à l'heure, Sophia, existante ou à venir d'une organisation. Surtout que là, on a beaucoup parlé d'exemples et de POC, mais dans la réalité, à un certain moment où on arrive à atteindre une certaine maturité, on commence à parler de socle technique. Et c'est là où ça devient plus compliqué, où on a besoin de mettre en place notre data plateforme. Et généralement, c'est des projets qui peuvent facilement être pluriannuels, où on se pose toutes les questions qu'on vient d'évoquer aujourd'hui sur la qualité de mes données que je vais mettre dedans, sur est-ce que ça prend en compte mes besoins actuels, mes besoins futurs, sur le choix, est-ce que je fais quelque chose qui est in-house. En tout cas, pour la banque, la question ne se pose pas beaucoup, vu que la plupart des données sont hébergées in-house, mais bon, pour d'autres industries, on peut aussi faire le choix d'aller sur des data platforms cloud. Donc effectivement, il faut démarrer petit à petit, mais juste avoir en tête qu'à un certain moment, il faut passer cette étape-là, d'avoir son architecture data, et c'est là où des projets peuvent devenir un peu plus complexes à gérer. C'est sûr que le passage à l'échelle c'est encore une étape supplémentaire, effectivement, par rapport à des stratégies de petits pas qui peuvent tout à fait fonctionner, mais il y a d'autres challenges en tout cas qui arrivent à ce moment-là. Exactement. Et sur lesquels effectivement les équipes data et IT sont quand même centrales pour pouvoir avoir une vision transverse et suffisamment pérenne des choses dans un existant qui est toujours là et qui peut être plus ou moins, surtout dans l'assurance, vous avez cette connaissance sectorielle qui est une vraie réalité. Ok, super, merci beaucoup Selma. D'autres questions?
Merci. Non, alors c'est tout bon du côté des questions. Je vous remercie à toutes les quatre. Donc voilà, je pense qu'on peut clôturer l'événement, à moins que vous vouliez rajouter autre chose. Non, n'hésitez pas pour toutes les participantes à proposer d'autres thèmes, d'autres thématiques. J'espère qu'on aura le plaisir de réentendre Leslie, Sophia et Juliette lors de prochaines éditions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est vraiment très sympa d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Et good luck à toutes les équipes Tableau et Data Woman pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous beaucoup. Au revoir. Au revoir.